Bonsoir madame, bonsoir messieurs, bonsoir mademoiselle. Bienvenue dans l'émission rétrospective de la semaine. Je suis Moussa Diawara, votre fidèle serviteur. Aujourd'hui, Rétrospective se propose de parler en long et en large des élections législatives passées en Côte d'Ivoire le 18 décembre 2016 pour mettre au bain la diaspora du monde entier, pour mettre au bain la diaspora ivoirienne de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Et pour parler de tout ça aujourd'hui, nous avons aujourd'hui un invité qui va nous joindre via Skype depuis Abidjan. C'est M. Ouattara Kolodjoma. M. Ouattara Kolodjoma est un agent de Air Traffic Controller, l'aviation civile. M. Ouattara aussi était président d'une organisation nouvellement créée qui s'appelle African App Foundation. M. Ouattara, aussi political activist, il est membre de l'ECOWAS Yacht Council. ECOWAS Yacht Council, c'est la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, la jeune génération, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Il est membre de ce conseil. Donc, bonsoir, M. Ouattara Kolodjoma. Bonsoir, M. Diawara, et bonsoir à tous. Merci beaucoup de nous avoir fait cet honneur et ce plaisir d'être là avec nous via Skype pour que nous puissions parler des élections législatives qui se sont déroulées en Côte d'Ivoire le dimanche passé, le 18 décembre. Nous avons vu cette élection législative qui a vu le parti au pouvoir, le RHD, la coalition du RHDP, du PDCI, si nous pouvons le dire, du parti au pouvoir, qui vient de rafler, si nous pouvons le dire, toutes les députations de l'Assemblée nationale. Et ma première question, elle est ceci à vous. Qu'est-ce qui explique cette raflage, si je peux le dire? Qu'est-ce qui explique ce nombre élevé de députés raflés par la coalition et le RHDP, quand bien qu'il y a les partis de l'ancien Laurent Gbagbo, le FPI qui était là, et il y avait d'autres partis qui sont là. Quelle explication pouvez-vous nous donner en tant que political activiste en Côte d'Ivoire de cet échec de l'opposition en Côte d'Ivoire? Merci beaucoup, M. Diawara. Et je vous remercie de m'avoir invité à votre émission et de me donner l'opportunité de m'adresser à tous mes amis, à tout le monde entier via votre canal. C'est vraiment un honneur pour nous, jeunes, de nous exprimer de temps en temps sur les questions politiques de notre nation. Pour revenir à votre question, effectivement, la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens étaient appelés aux urnes la semaine dernière pour élire les membres du Parlement, les membres de l'Assemblée nationale pour les 5 prochaines années. Et effectivement, nous avons eu la grande victoire, pour ne pas dire l'écrasante victoire, comme vous l'avez si bien dit, du parti au pouvoir, sinon de la coalition du PDCI et du RDR, connu sous la bannière RHDP. Mais cela est loin d'être étonnant, parce qu'il faut dire ouvertement, aujourd'hui, on a une opposition quasi inexistante en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, l'opposition qui devait être formée par le parti de M. Laurent, de l'ex-président, le président Laurent Gbagbo, est aujourd'hui disloquée par des querelles internes. Nous avons deux tendances. La tendance Aboudraman Sangaré qui boycotte toute activité politique, tout processus électoral en Côte d'Ivoire, et il y a la tendance AFI qui pense qu'il faut aller de l'avant. Et donc, aujourd'hui, on se trouve dans un pays disloqué. Les militants, la base du FPI aujourd'hui est désemparée, et aujourd'hui, ça fait qu'il n'y a aucune opposition en face. Et on a même l'impression que ce sont les indépendants qui aujourd'hui sont en train de jouer la carte de l'opposition, puisque quand on regarde, juste après le RHDP, les indépendants, même s'ils viennent tout loin derrière, ont quand même un score assez intéressant de, je crois, 67
postes de députés. Donc, je crois que c'est aujourd'hui les querelles internes qui divisent l'opposition qui justifient cette raclée du RHDP. Donc, le problème, il est aussi simple que ça. Merci pour ce constat. Et, compte tenu qu'il y avait 255 députés, et parmi ces 255 députés, et en voyant l'opposition qui projetait d'avoir au moins 50 députés et qui s'est finalement retrouvé avec 3 députés, est-ce que nous pouvons dire maintenant que le parti au pouvoir et le RHDP finalement pourra maintenant, à son aise, pourra maintenant facilement porter ce référendum dont le président Alassane Dramane, son excellence Alassane Dramane Ouattara avait parlé des changements de constitution. Que voyez-vous maintenant avec ce référendum qui doit venir en Côte d'Ivoire pour pouvoir amender la constitution ivoirienne? D'accord. La nouvelle constitution est déjà entrée en vigueur. Et il faut dire la vérité, moi j'ai pris les 3 constitutions de la Côte d'Ivoire, celle de 1960, celle de 2000 et celle de 2016. Honnêtement, quand vous lisez ces 3 constitutions, celle de 2016 nous permet d'aller en avant, celle de 2016 nous permet de faire face aux défis du 21e siècle. Maintenant, les conditions dans lesquelles cette nouvelle constitution a été votée, peut-être laisse à désirer. Vous voyez que c'est vrai qu'on me dira, oui, en 2000, on a eu une constitution avec 32% de taux de participation. Donc, si pour cette année, si on a 34 ou 40% comme taux de participation, c'est acceptable. Oui, c'est vrai, c'est acceptable, mais sauf qu'il ne faut pas qu'on réveille les yeux démons. C'est parce qu'il y a eu manque de concertation, il y a eu manque de discussion réelle en 2000 que nous avons voté une constitution qui nous a envoyé droit dans le mur. Et aujourd'hui, on a voté une nouvelle constitution. On a appelé les uns et les autres à venir à la table de négociation. Certains ont boycotté. On a précipité les choses. On a dit qu'il faut voter. Le RHDP a eu raison de quelque part. Si on prend d'un point de vue purement politique, le RHDP a eu raison parce que le RHDP cherchait à sauver sa peau. Parce que le RHDP, ne sachant pas ce qui allait se passer lors des élections législatives, a dit, mais tiens, avant d'aller voter les nouveaux députés, il faut anticiper, puisque l'opposition dit qu'elle va participer aux prochaines élections législatives, il faut les empêcher de faire blocage à la nouvelle constitution qui allait voter. C'est pourquoi, selon moi, c'est l'une des raisons pour lesquelles le RHDP a précipité le processus de vote de ce processus de référendum. Maintenant, je crois que est-ce que les uns et les autres vont admettre cela? Mais il faudra peut-être attendre les années 2000 et essayer de donner du temps pour voir la mise en application des nouvelles règles qui s'invitent à la table politique, à savoir les sénateurs et puis la vice-présidence, parce que ce sont là 2 points clés. Parce que concernant l'éligibilité, c'est-à-dire est-ce qu'il fallait être de père ou de mère ivoirien, ou alors de père et de mère ivoirien, je crois que la question ne se posait pas. La majorité des Ivoiriens étaient d'accord qu'il fallait avancer sur ce point-là. Il fallait permettre à toute personne de nationalité ivoirienne, tout ou de père ou de mère, n'ayant jamais renoncé à la nationalité ivoirienne, de quand même briguer la magistrature suprême. Et ça permet de dire aux Ivoiriens que vous êtes assez matures. Là, il n'y avait pas de problème là-dessus. Le problème, c'est au niveau du Sénat. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans les démocraties modernes, on en a aux États-Unis, on en a dans les grandes puissances. C'est vrai qu'on associe les sénateurs. Les sénateurs sont partie prenante
je vais dire, du Parlement. Mais le problème, c'est que, vu la Côte d'Ivoire, vu aujourd'hui, est-ce que c'était quelque chose, c'était opportun? Est-ce qu'on ne pouvait pas pour l'instant faire fi de ces postes-là? Parce qu'on en a déjà tellement. On a des sénateurs. En plus de ça, on a des conseillers, des présidents de conseils régionaux, des présidents de conseils régionaux. On a en plus de ça les députés. On a les maires. Mais je crois que pour représenter le peuple ivoirien, ça fait un peu trop. Nous sommes une petite nation. Certains pays en Afrique ont essayé. Ils ont vu que ça ne marchait pas. J'espère que quand on va essayer aussi, si ça ne marche pas, les gens auront le courage de faire machine arrière. C'est tout simple. Bon, parlons un peu, allons-y un peu au fond de cette constitution dont nous parlons, qui est en vigueur maintenant. On a toujours parlé de cette position de vice-président. Nous savons que la Côte d'Ivoire a toujours eu un premier ministre. Maintenant, avec l'avènement de cette nouvelle constitution de 2016, cette poste de premier ministre serait supprimé au profit du poste de vice-président. Pouvons-nous dire qu'il y a une différence entre le poste de vice-président et le poste de premier ministre, si ce n'est pas seulement l'appellation et le changement du nom? Bon, ok. Je crois qu'il y a eu une mauvaise interprétation à ce niveau. Le premier ministre va demeurer. C'est-à-dire qu'on aura un gouvernement dirigé par un premier ministre. Maintenant, l'explication qui a été donnée par ceux qui ont rédigé la Constitution, qui ont rédigé cette nouvelle Constitution, ce comité d'experts dirigé par le professeur Ouraga Obu, disait clairement que le vice-président, en Côte d'Ivoire, il a dit qu'en cas de vacance du pouvoir, par le président de la République, il appartient au président de l'Assemblée nationale. Dans le temps, il appartenait au président de l'Assemblée nationale de succéder au président et d'organiser de nouvelles élections. Mais avec la nouvelle constitution, ce qui va changer, c'est que le président vient avec un vice-président. Lors des élections présidentielles de 2020, vous aurez un candidat qui viendra un peu comme aux États-Unis avec son vice-président. Et ce vice-président-là, qui a rédigé avec le président de la République son programme d'activité, ils se disent qu'il est mieux placé pour poursuivre l'œuvre du président de la République que le président de l'Assemblée nationale, qui sait, pourrait être de l'opposition. Donc c'est un peu pour, disent-ils, c'est pour permettre au président, même en cas d'invalidité, peut-être au cas où le président aurait un problème de santé, ou alors au cas où il serait frappé par la loi. Je vois, vous avez des cas au Brésil, voilà, il y a eu le cas au Brésil. Il faut que le vice-président, qui a connaissance du programme d'activité du président, prenne les rênes du pouvoir et continue le mandat du président de la République. Voilà, donc je pense que sinon le Premier ministre, le poste du Premier ministre demeure, et c'est en cela que, bon, certaines personnes de l'opposition ont dit que c'était quand même, ça faisait des institutions pléthoriques dans notre État. À tort ou à raison, ben, le temps nous le dira. Qu'est-ce que, à question de cette situation des vice-présidents, des présidents de l'Assemblée et aussi des présidents, des premiers ministres? Tu me disais tout à l'heure que certains membres de l'opposition pensent que c'est un gouvernement un peu pléthorique. Et n'êtes-vous pas d'accord avec ce que disent ces opposants? Quand vous regardez la constitution ivoirienne, quand vous regardez la Côte d'Ivoire a-t-elle réellement besoin d'un vice-président, d'un président de l'Assemblée, mais aussi d'un premier ministre? Bien, sur la question, mon point de vue, je ne sais pas si c'est le point de vue de l'opposition, mais mon point de vue, il est simple. Moi, je crois que
les institutions aujourd'hui qu'on avait avant l'avènement de cette troisième constitution auraient pu rester et diriger le pays sans problème. Parce qu'on avait un Parlement qui fonctionnait très bien, on avait, euh, euh, on avait un Parlement qui fonctionnait très bien, on avait un Premier ministre qui apparemment n'avait pas de soucis. Et les anciennes constitutions disaient que quand il y a vacance du pouvoir, le président de l'Assemblée nationale devient président par intérim, organise de nouvelles élections. Je crois que pour un pays comme la Côte d'Ivoire, pour une jeune démocratie comme la Côte d'Ivoire, on aurait pu se contenter de cela jusqu'à ce que le peuple de Côte d'Ivoire éprouve la nécessité d'ajouter certains postes politiques. Parce que le problème, c'est que quand vous dites aujourd'hui que les députés, on doit voter des sénateurs, on doit voter ou nommer des sénateurs au Parlement et qu'on doit créer un poste de vice-président. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que c'est l'argent du contribuable qu'on va utiliser pour les payer. Alors que la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, l'Ivoirien lambda a des soucis pour avoir ne serait-ce que 2 repas par jour. Donc je crois que peut-être que c'est nous qui ne comprenons pas bien ce que le parti au pouvoir est en train de faire. Mais c'est pourquoi on a aussi demandé qu'il y ait beaucoup plus d'explications sur ce projet de référendum. Parce que pour moi, il n'y a pas eu beaucoup d'explications sur la question. Il n'y a pas eu assez de débats. On aurait pu descendre dans le peuple pour réellement discuter de cette question, pour discuter article par article ce que ça allait apporter à la Côte d'Ivoire. Mais on a voulu précipiter, peut-être craignant une opposition de l'opposition, des partis de l'opposition quand ils allaient entrer au Parlement. Bon, c'est déjà fait, ça a été promulgué, on va faire avec. Sinon, moi, de mon point de vue, on pouvait, en termes d'institution, j'ai dit que cette constitution nous fait avancer sur plusieurs points, notamment la question du foncier rural, la question sur la nationalité. Je crois que ça nous fait avancer. Mais il y a, au niveau des postes concrets, franchement, je crois que ce n'était pas opportun. Voilà, c'est ma lecture des choses. Nous allons continuer toujours avec la classe politique ivoirienne. Nous savons aussi que le parti de l'ancien président Laurent Gbagbo, le FPI, est confronté à de sérieux problèmes présentement. Et quels sont ces problèmes? Nous avons l'ancien président de l'Assemblée, M. Abdraman Sankaré, qui fut à un moment donné, quand M. Afin Guessan était en prison, le leader du FPI. Et maintenant, après que Afin Guessan soit revenu sur la scène politique encore, il y a cette bataille de leadership entre Afin Guessan et Abdraman Sankaré. Que pensez-vous de cette situation? Est-ce que cette situation contribue au rassemblement de l'opposition pour aller en rang serré en 2020 contre le parti au pouvoir? Ok, je crois qu'il y a eu un lapsus dans ce que vous avez dit. Abdraman Sangaré était en réalité un conseiller du président de l'ancien président. L'ancien président de l'Assemblée nationale, c'était plutôt Mamadou Koulibaly. Mamadou Koulibaly, je m'excuse, je m'excuse, je suis en train de faire une confusion. Je parle de Mamadou Koulibaly, effectivement. Aujourd'hui, effectivement, il y a 2 camps, pour ne pas dire 3, parce qu'aujourd'hui, Mamadou Koulibaly, lui, s'est écarté, il a créé un nouveau parti qui est leader. Aujourd'hui, il y a 2 tendances du FPI. Et franchement, honnêtement, moi, je suis tout simplement déçu du FPI. Parce que, vous voyez-vous, quand l'ancien président, je le prends au mot, lors de son discours, disait, vous savez, il y a la vision et il y a la politique. La vision, c'est ce qu'on veut atteindre. Mais la politique, c'est l'art de placer le pied gauche après le pied droit pour atteindre l'objectif qui est la vision. Mais c'est ce que le FPI ne sait pas faire aujourd'hui. Je suis déçu. Parce que si aujourd'hui, ça veut dire que le jour le président Laurent Gbagbo meurt, c'est fini. Il n'est pas éternel. Tôt ou tard, il finira par partir. Ça veut dire qu'on n'aura pas de leadership. Il n'y a pas de leadership dans le parti. Aujourd'hui, les gens jouent le jeu du pouvoir.
Vous voyez, quand on fait la politique, quand on a un parti d'opposition en face, et qu'on sait que ce parti d'opposition peut être une menace, l'une des armes est d'essayer d'infiltrer ce parti-là et d'essayer de diviser le mieux possible. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, certains mentors, certains cadres du pouvoir jouent tout simplement avec le parti d'opposition. Certains cadres que je ne citerai pas ici essaient de diviser les membres du FPI et eux aussi, comme des enfants, se laissent entraîner dans ce jeu. Aujourd'hui, on a une frange, Aboudraman Sangaré, qui dit tant que Laurent Gbagbo ne sort pas de prison, on ne participe à aucun processus électoral en Côte d'Ivoire. Est-ce la meilleure option? Je crois que non, ce n'est pas la meilleure option. Parce que la politique de la chaise vide n'a jamais payé. Il faut que les gens retiennent cela. La politique de la chaise vide n'a jamais payé. Le FDR en a eu pour son compte en 2000. Quand ils ont refusé d'aller aux élections législatives, ils ont compris, ils n'avaient personne au Parlement pour faire passer leur vision. Donc tout ce qui arrivait, ils devaient peut-être compter sur les députés du PDCI pour pouvoir faire entendre leur voix. Ils n'avaient personne pour les représenter. Alors, le FDR a vu que c'était quelque chose qui n'était pas, intéressant pour le parti, qui veut rester sur la scène politique. En 2010, après les élections 2011, oui, il y a eu la catastrophe, il y a eu l'hécatombe en Côte d'Ivoire. Mais il ne fallait jamais tomber dans les erreurs du passé. Le FPI a refusé d'aller aux élections législatives. Ça a donné ce que ça a donné. Il n'avait personne. Il n'avait personne au Parlement, quasiment. Aujourd'hui, ça a joué sur eux. Pourquoi? Parce que la Constitution, la Constitution de la Troisième République est passée sans résistance. On est allé, le président Alassane Ouattara est allé tout simplement valider auprès de l'Assemblée nationale parce que tout le monde était, à part quelques réticences, tout le monde était favorable au projet avant même qu'il n'arrive à la Constitution. Je me demande même si la plupart des députés, s'ils ont lu ce texte avant de le voter, parce qu'on sait quand il est arrivé au Parlement et on sait quand il a été approuvé. Donc moi je crois que ce n'est pas la meilleure option. Le FPI gagnerait à se réunir autour d'un même idéal et en vue de poursuivre la conquête du pouvoir en 2020. Parce qu'aujourd'hui, et s'ils doivent le faire, le plus tôt sera le mieux. Parce que 2020, c'est dans 3 ans. Et qu'ils veulent ou non, on aura des élections présidentielles. Ils peuvent participer, ils peuvent ne pas participer, et bien la nation continuera. Merci beaucoup pour ton analyse. Il va falloir que les FPI resserrent les rangs. Et je vous dis merci au passage pour avoir fait cette correction. Je voulais effectivement parler d'Abdraman Sangaré qui a été conseiller du président, l'ancien président dans le passé. Mais aussi, j'en voulais venir à l'ancien président de l'Assemblée qui a créé son propre parti. N'ayant pas même un candidat, n'ayant même pas un député à l'Assemblée, que devait faire son parti? Doit-il s'ajouter ou bien former une coalition avec, pas les FPI nécessairement, avec d'autres partis pour pouvoir espérer avoir d'abord un certain nombre de députés, à fortiori de prétendre à la magistrature suprême? Parce que le FPI n'est pas le seul parti de l'opposition en Côte d'Ivoire. Nous avons d'autres partis comme le PIT qui a existé dans le passé en Côte d'Ivoire. Mais voyant la situation actuelle en Côte d'Ivoire où les partis de l'opposition, le parti de Laurent Gbagbo, qui n'a que 3 députés à l'Assemblée, et que pourra-t-il faire pour prétendre à briguer la magistrature suprême en 2020? Parce que pour pouvoir briguer la magistrature suprême d'abord, faut-il faire un travail de fond? Faut-il avoir des députés? Faut-il avoir des maires pour pouvoir bien s'armer sur le plan, sur toute l'étendue du territoire avant d'aller à la conquête du pouvoir, n'est-ce pas?
Oh, oui, aujourd'hui, le FPI, c'était une carte. Il fallait profiter de ces élections, effectivement, pour montrer que le FPI est toujours présent et continuer de galvaniser la base qui est l'essence d'un parti politique. Parce que les gens oublient souvent, les gens pensent que ce sont les hommes, ce sont les leaders. Mais le leader, il est là parce qu'il y a une base. Quand vous n'avez pas une base solide, votre parti politique est inexistant. Personne ne tiendra compte de lui sur le territoire national. Et aujourd'hui, le FPI a montré à quel point il va mal avec ces trois députés. Donc, ce qu'il a lieu de faire aujourd'hui, c'est, première chose, c'est de se réunir, de se retrouver, comme je le disais tantôt, de se retrouver, de se parler et réellement de tout faire pour avoir la bénédiction du président Laurent Gbagbo en vue des prochaines échéances. Sinon, aujourd'hui, je ne sais pas, aujourd'hui il y a un procès, personne ne connaît la fin, personne ne connaît la fin de ce procès. Donc, aujourd'hui, mais est-ce parce qu'un homme aujourd'hui est en train d'être l'objet de poursuites par la Cour pénale internationale que la vie de la nation doit s'arrêter? Est-ce que l'idéal n'est pas est-ce que vous étiez dans un parti politique à cause d'un individu? Vous avez embrassé l'idéologie, pas la personne. Vous avez embrassé une idéologie. Oui, l'idéologie est venue d'une personne, me dira-t-on. Oui, c'est vrai, c'est peut-être possible. Mais aujourd'hui, il y a un souci, c'est que l'idéologie est là, l'homme n'est plus là, il faut continuer le combat tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, c'est une question de négociation. Et un des candidats le disait lors des élections dernières. Il disait, mais écoutez, il vaut mieux aller aux élections, essayer de gagner, et puis bon, on verra. Si on a le pouvoir de négocier, tout est négociable, on pourra négocier pour faire libérer peut-être le président de la République. Mais si on s'assoit là, on ne fait rien, et on laisse l'opposition qui est toujours là, mais qui va aller négocier? Qui va aller négocier? On sera là pendant 20, 30 ans, si le procès. Si l'État peut peser de tout son poids pour dire, bon, nous, pour notre réconciliation, nous demandons à la Cour pénale internationale d'arrêter les poursuites, d'arrêter le procès. Nous, on se porte, la nation ivoirienne se porte garant. Mais si vous ne le faites, mais pour ça, il faut que le parti au pouvoir soit favorable. Il faut que le président de la République, il faut que le gouvernement en place soit favorable à une telle action. Mais si le gouvernement n'est pas favorable, on ne pourra jamais avoir ce genre d'acte. Et aujourd'hui, tant que vous aussi, vous ne briguez pas de la magistrature suprême, ou bien si vous ne faites pas un poids sur le plan national, vous ne pourrez jamais avoir la magistrature suprême, vous ne pourrez jamais revenir au pouvoir. Donc le FPI, aujourd'hui, honnêtement, je le dis sans faux fuyant, moi personnellement, je crois que le FPI est en train de faire fausse route. J'espère qu'ils se ressaisiront et le plus tôt sera le mieux. Nous avons constaté quelque chose aussi cette fois-ci aux législatives, quelque chose que nous n'avons jamais vu encore en Côte d'Ivoire. C'est la percée des indépendants. Hein? Nous avons, le parti au pouvoir s'est taillé la part du lion des 167 sièges parmi les 255. Le parti de l'opposition, M. Afin Guessan, avec le FPI, n'ont eu que 3 sièges. Mais la grande surprise, elle est quoi? Les indépendantistes, nous avons 75 députés à l'Assemblée qui vont siéger et qui sont des indépendantistes. Est-ce que nous pouvons dire qu'il y a un effondrement au niveau de la classe politique ivoirienne, quelque part? Parce que nous n'avons jamais vu, à ce que je me rappelle, dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, qu'il y ait 75 députés indépendants élus en Côte d'Ivoire. Quelle analyse faites-vous de cette situation? Ok. Concernant ce sujet, il y a plusieurs niveaux. La percée des indépendants, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a des partis politiques qui refusent de comprendre que nous sommes en 2016, que nous sommes au 21e siècle.
dans nos partis politiques. Et je prends la coalition, je prendrai un exemple palpable, c'est la coalition au pouvoir. Aujourd'hui, on refuse de comprendre qu'il y a des candidats qui sont connus dans certaines régions. Il y a des candidats qui ont voulu se présenter parce qu'ils pensaient qu'ils étaient populaires dans ces différentes contrées-là. On leur a dit non, il faut choisir, sans même essayer d'avoir une sorte de primaire ou bien d'organiser quelque chose pour les départager de manière démocratique, fraternelle. On leur a dit non, le président et certains proches décident de qui doit être candidat au nom du RHDP dans cette localité, dans cette localité, dans cette localité. Bon, ça a marché pour certains, puisqu'ils se sont taillés 166 députés, mais ça a échoué pour d'autres. Et parmi ces échecs, et non des moindres, il faut citer Afoussiata Baba Lamine du côté de Cocody. Et je crois deux autres ministres aussi ont fait les frais de cette mauvaise analyse. En plus de ça, on ne va pas passer sous silence une fois de plus l'effondrement du FPI. Il y a beaucoup de militants qui ne comprennent plus à quel sens c'est voué, donc qui se disent, bon, écoute, moi je vais me présenter en indépendant, puisque, bon, on ne sait plus quel est le FPI. On a FPI tendance à Abdourahmane Sangaré, tendance à Finguessan. Moi, je ne sais plus lequel des FPI suivent, donc moi, je me présente en indépendant. Et puis, troisième aspect très important, c'est la montée en force de la jeunesse. Vous avez vu dans la commune urbaine de la commune de Cocody, vous avez vu les élections. Il y a eu une forte mobilisation de la jeunesse. Et c'est cette jeunesse qui a permis que la liste à Yasmina Ouénia puisse gagner au niveau de Cocody. Et c'est un signal fort aux différents partis politiques pour leur dire que demain appartient à la jeunesse. Un parti politique qui veut rester dans le temps, qui veut perdurer sur la scène politique, doit aujourd'hui chercher à collaborer avec la jeunesse, doit aujourd'hui faire tendre l'oreille à la jeunesse. Parce que aujourd'hui, nous savons qu'au niveau des jeunes, les jeunes ont beaucoup à apprendre de nos leaders politiques actuels, qui sont pour la plupart à la porte de sortie. Mais la jeunesse aussi a quelque chose à apporter dans le processus politique. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en 2016. Les gens nous appellent les Facebook et les Google. Oui, nous sommes fiers de l'être parce que nous utilisons aujourd'hui l'outil informatique pour essayer de régler des problèmes qu'on n'a pas pu régler dans l'ancien temps. Aujourd'hui, on a utilisé les réseaux sociaux pour faire passer des slogans de certains candidats. On a battu la campagne des réseaux, à travers les réseaux sociaux. On a fait beaucoup de choses. Et ce que je veux dire à ces partis politiques, ces jeunes qui frappent à leur porte, s'ils ne l'ouvrent pas, ce sera un conflit de génération. Et ce conflit-là, je crains pour la classe politique actuelle, puisque la jeunesse, elle a une espérance de vie beaucoup plus longue que la leur. Et puis, en plus, on a l'énergie nécessaire. Nous sommes capables de veiller 2 jours en train de surveiller des urnes, en train de surveiller nos votes pour ne pas qu'il ait de remplissage dur ou de bourrage dur. Mais je ne suis pas sûr que quelqu'un qui a 60 ans, 65 ans puisse en faire autant. Donc, je crois que la jeunesse qui est là, il faut que les partis politiques, en tout cas, qui veulent avoir un futur, qui ont une vision sur le long terme, doivent aujourd'hui essayer d'écouter à la jeunesse, de leur donner une place au sein des partis et d'ouvrir le débat. Parce qu'en Côte d'Ivoire, c'est un des problèmes. Au sein des partis politiques, on n'ouvre pas le débat. C'est vrai, on a ces pensées de 1960, de 1970 qui pensent qui disent que oui, quand l'aîné a parlé, on doit s'aligner. Oui, c'est vrai, ça c'était vrai avant. Mais aujourd'hui, compte tenu des différents bouleversements que ce monde a connus, il faut écouter la jeunesse, il faut que les jeunes puissent s'exprimer et souvent leur accorder
Le bénéfice du doute. Leur accorder le bénéfice du doute. Parce que on me dira, oui, souvent quand on parle, souvent dans les assemblées, hein, quand on parle, on nous dit, oh oui, ces gars-là, ils sont trop jeunes, ils connaissent, ils savent pas. Et on fait un rire, on fait semblant de faire un rire narquois. Et puis, bon, on lui dit, bon, écoute, ce sont les jeunes, ils ne connaissent pas grand-chose, ils verront avec le temps. Mais oui, mais peut-être que ces jeunes aussi, sur le coup, ont raison. Peut-être sur certaines questions, ont raison. Et les jeunes, parce que lorsque nous étions à Lagos, j'ai eu à parler de cela. Parce que quand on nous dit il faut faire il faut aujourd'hui, l'Union africaine parle d'agenda de 1900, agenda 2063. Mais cet agenda 2063, quand vous regardez le panel de ceux qui rédigent cet agenda, 80% ont plus de 55 ans. 80 à 55 ans. Mais attends, quand on parle de 2063, et puis on prend des gens de 50, qui ont déjà 55 ans pour rédiger un tel. Et qui doivent rédiger un agenda de 2063, oui. Oui, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut associer les jeunes à ce genre de projet. Il faut associer les jeunes à la gestion de la nation. Parce que le futur, ce sont eux. Ce sont eux. Demain, la classe politique actuelle, dans 10-15 ans, ils ne seront pas là. Et toute nation qui réussira à faire, à équilibrer les choses, c'est-à-dire à intégrer les jeunes et les vieux dans le processus politique, dans le processus de gestion des affaires de l'État, aura un futur forcément meilleur. Merci beaucoup pour ton expertise. Merci beaucoup pour nous avoir mis au bain. Nous savons que les élections législatives ne sont pas terminées à 100% parce que dans la commune de Guiglo, il y a eu des indépendants qui sont arrivés à égalité des points, à égalité des voix. Donc, je pense que selon la Constitution, dans 15 jours encore, il va falloir organiser encore des législatives là-bas entre ces deux candidats afin de pouvoir les départager. Donc, tout ce que nous pourrons dire est que vraiment la part du lion reste toujours avec la mouvance présidentielle, le RHDP, le PDCI, qui était le parti qui a toujours été le parti de Hari Konan Bédié. Nous n'en entendons pas parler beaucoup plus parce qu'il s'est rallié maintenant avec la RDR. Mais les autres partis qui est l'opposition au vrai sens du mot, le FPI, doit vraiment travailler inlassablement pour pouvoir avoir peut-être des nouveaux leaders, pour pouvoir rassembler ces partis. Si vraiment ils ont des ambitions pour aller à la conquête de la magistrature suprême en 2020, nous savons très bien que le FPI n'est pas le seul parti d'opposition, mais nous savons que le FPI, ayant été le parti de l'ancien président de la République, Laurent Gbagbo, les hommes politiques du monde de l'Afrique ont toujours attendu beaucoup du FPI. Donc, voir que ce FPI n'a pu avoir que 3 candidats à l'Assemblée, nous dirons tout simplement que c'est quelque chose de vraiment lamentable et c'est vraiment, si nous pouvons le dire, catastrophique pour la politique ivoirienne. Parce qu'il ne faut pas laisser tout dans la main du parti au pouvoir ou de la coalition. Voilà pourquoi nous parlons toujours de démocratie. Voilà pourquoi il doit y avoir des poids et des mesures. Il faut des gens, des députés à l'Assemblée pour pouvoir contrecarrer parfois le parti au pouvoir de ne pas faire ce qu'il veut. Vous l'avez mentionné il n'y a pas très longtemps, comme le projet de référendum qui a passé à l'Assemblée haut les mains. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de contestants au vrai sens du mot. S'il y a 50 qui doivent contester contre 255, donc nous voyons tout de suite qu'avec la démocratie, le nombre 50 ne fera pas de poids. Donc nous osons espérer que les partis de l'opposition en Côte d'Ivoire vont resserrer les rangs et vont s'organiser afin de pouvoir nous donner ce que nous avons toujours vu en Côte d'Ivoire, qui est une opposition farouche, qui est une opposition qui va toujours se lever et dire non quand il s'agit de dire non. Et pour ma part, je dirais tout simplement que vous avez toujours été un jeune qui est très dévoué pour la cause noble, si nous pouvons le dire. Vous avez un agenda très, très, très chargé.
vous êtes Air Traffic Controller, vous travaillez avec le National Office d'Aviation, de développement. Vous êtes aussi président d'une organisation qui est nouvellement créée, qu'on a mentionné ici, Africa App Foundation. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est le but de cette fondation, African App Foundation? Qu'est-ce que vous faites au sens propre du mot pour que ceux qui nous sont en train de nous regarder, qui ne savent pas ou qui n'ont jamais entendu parler de cette fondation, vous ayant été le président, vous qui êtes le président, que pouvez-vous nous dire sur votre organisation, African App Foundation? Ok, je vous remercie pour cette question. Africa App Foundation est une organisation créée par des jeunes leaders ivoiriens à la base et actuellement nous sommes en train d'associer certains jeunes de l'Afrique de l'Ouest puisque c'est la vision, c'est comme on l'a dit, vous voyez il y a le mot Afrique qui ressort en premier lieu dans le nom de la fondation. Donc c'est pour essayer de régler certains problèmes de la jeunesse et non des moindres. C'est le problème d'égalité aux opportunités. Aujourd'hui, moi, je suis d'une famille très modeste et je me suis dit que quelque part, c'est parce que j'ai eu la chance de croiser, d'avoir certaines opportunités, d'aller étudier dans des écoles. Je continue même actuellement les études dans de bonnes écoles. C'est donc cette opportunité que nous voulons donner à tous les jeunes Africains. Pour dire aux jeunes Africains qu'on n'a pas besoin d'être le fils d'eux ou la fille d'eux pour pouvoir réussir. Aujourd'hui, quand quelqu'un est dévoué, quand quelqu'un a des capacités, a le talent, il faut lui donner les capacités, il faut lui donner la chance d'aller de l'avant, peu importe qui il est. Donc, c'est en cela que nous résumons la vision de notre organisation. Et pour ce faire, nous travaillons dans les zones rurales en général, puisque c'est là-bas que l'éducation, nous basons tous sur l'éducation. Notre cheval de bataille, c'est l'éducation, parce qu'aujourd'hui, les peuples africains pourront avoir accès à toutes sortes d'opportunités. Il y aura une égalité d'accès aux opportunités que lorsque tout le monde sera éduqué, que lorsque les gens pourront défendre leurs droits. Donc, lorsque vous allez dans plus une nation est instruite, plus il y a de la transparence parce que les gens savent lutter pour ce à quoi ils ont droit. Donc, c'est ainsi que nous travaillons avec la jeunesse et les femmes qui sont l'épine dorsale des populations dans les zones rurales. Une association. Mais deux dernières questions pour vous. Je sais aussi que vous êtes membre, un activiste politique, mais vous êtes aussi membre de l'ECOWAC Yacht Council. Qu'est-ce que c'est que l'ECOWAC, la CEDEAO d'une manière, Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, les jeunes de la CEDEAO, du Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest? Que faites-vous au sein de cette organisation? Ok, c'est au sein de la ECOWAC Youth Council, c'est le conseil de la jeunesse de la CEDEAO, comme vous l'avez si bien dit. Nous essayons de participer. Nous pensons qu'aujourd'hui, nous n'allons plus attendre que les dirigeants nous contactent. Nous avons décidé d'aller vers eux et de leur dire que, effectivement, aujourd'hui, la jeunesse est assez mature. La jeunesse veut participer au processus de gestion de nos États. Donc, il faut qu'ils fassent de la place parce que nous voulons apprendre d'eux avant qu'ils n'arrivent à la fin de leur carrière. Et nous aussi, nous pouvons les aider à mieux diriger nos institutions multinationales. Donc, c'est un peu le processus. Donc, nous participons, nous avons des colloques, nous, dans la sous-région, nous essayons, nous échangeons entre nous et nous disons, quand il y a un processus, quand il y a une activité ou bien un événement majeur dans notre région, nous faisons savoir notre position et nous allons participer, si possible, à l'événement. Voilà, merci. Et quelle analyse faites-vous du Mandela Workshop International qui a été organisé à travers le président Barack Obama, qui invite beaucoup de jeunes leaders de l'Afrique pour venir ici pendant 45 jours
pour étudier dans différents domaines. Et à la fin de ces études, ces étudiants ont eu la chance d'aller à Washington, D.C., rencontrer le président Barack Obama afin de pouvoir s'inspirer de son expérience. Que pensez-vous de ce programme et quel avenir pour ce programme? Parce que nous avons un changement politique ici majeur qui peut-être pourra causer un problème à ce problème. Que pensez-vous du programme d'abord et quelle analyse faites-vous et quel futur pour ce programme? À ce que vous voyez. Ok, d'abord, ce programme a été une vraie aubaine, une grande opportunité pour les jeunes africains. Pour les jeunes africains. Aujourd'hui, nous qui sommes les anciens boursiers de ce programme, savons combien de fois ce programme nous a aidés. Aujourd'hui, si je suis en train de faire cette émission, c'est peut-être parce que j'ai une fois été en contact avec vous aux États-Unis, aujourd'hui que je passe sur vos antennes. Donc, pour dire que d'abord à ce niveau-là, on a appris beaucoup de choses au niveau des institutions, parce qu'il faut dire la vérité, l'Afrique a besoin de bonne gestion, d'une meilleure gestion, pour ne pas dire, d'une meilleure gestion. Et aux États-Unis, les États-Unis sont un exemple de démocratie dans le monde, et nous avons été heureux d'apprendre d'abord comment fonctionne le système américain et comment fonctionnent les institutions américaines. Maintenant, au niveau maintenant de la suite du programme, je crois que le président Obama a beaucoup fait. Quelqu'un me disait tout dernièrement quand j'étais à Accra, vous savez, le Mandela Washington, parce que certains s'inquiétaient, quel futur, vu que les choses sont en train de changer aux États-Unis. Il a dit, vous ferez, le Mandela Washington Fellowship sera ce que vous, les anciens boursiers, voudriez en faire. Et j'espère que la réponse était très juste. Parce qu'aujourd'hui, on parle, mais il faut savoir qu'il est de notre rôle maintenant de chercher des opportunités, de voir quel est le futur. Au cas où le programme, la partie américaine du programme venait à être interrompue, il faudra trouver un palliatif à cela. Et nous sommes en train de travailler avec l'USAID, puisque j'ai été au Conseil régional Afrique de l'Ouest du programme. Donc, je sais plus ou moins les activités qui sont en train d'être faites. Aujourd'hui, le programme est en train d'être retransformé sur le continent. Aujourd'hui, nous avons 5 regional centers qui accueillent les étudiants, qui accueillent les jeunes leaders africains, et font exactement le même programme qui se fait aux États-Unis. Et puis, on essaie de travailler, on fait exactement les mêmes choses, sauf que là, c'est sur le continent africain. Et je crois que c'est déjà pas mal. Même si la partie Amérique venait à être interrompue, je crois qu'on pouvait continuer ainsi et ça n'enlèverait absolument rien au programme. Et honnêtement, nous sommes fiers d'avoir participé à ce programme et nous souhaitons bon vent à ce programme. Et nous sommes prêts, nous allons accompagner autant que faire se peut pour que beaucoup de jeunes Africains puissent bénéficier de cette merveilleuse opportunité. Merci beaucoup, M. Ouattara Kolo-Diouma. Ce fut un réel plaisir pour moi de vous avoir depuis Abidjan via Skype, afin que nous puissions parler des élections législatives en Côte d'Ivoire qui se sont passées le 18 décembre 2016, mais aussi de faire un tour d'horizon sur la politique ivoirienne. Ce fut aussi une opportunité pour nous de parler de l'organisation dont vous êtes le président, qui est African App Foundation. Un grand plaisir. Si vous avez un dernier mot, je vous en prie, faites passer votre dernier mot et nous osons espérer que cela ne sera pas une dernière fois, afin que nous puissions vous avoir sur nos plateaux et parler à la diaspora du monde entier, parler à la diaspora ivoirienne, afin qu'ils puissent savoir ou bien rester au bain de ce qui se passe en Côte d'Ivoire et beaucoup plus précisément à Abidjan. Vous avez le dernier mot, M. Ouattara. Ok, mon dernier mot d'abord, avant d'arriver à mon dernier mot, je voudrais dire ceci. C'est vrai, on a parlé de la Côte d'Ivoire, mais j'ai une pensée ce soir, une pensée très prononcée pour mes frères et sœurs de la Gambie. Parce que
Aujourd'hui, il y a une situation qu'on a connue, nous, en tant qu'Ivoiriens, dans le temps, aujourd'hui, qui est la même situation, le même blocage est en train de se produire en Gambie. J'ai de très bons amis du côté de la Gambie et j'ose croire que le peuple gambien, avec l'aide de la CEDEAO, de l'Union africaine, de toute la communauté internationale, parviendra à une fin heureuse, une fin sans effusion de sang. Et je demande au président de la République actuel, M. Yahya Jammeh, qui était si bien parti, qui a étonné tout le monde entier, de revenir, de garder sa première position, de revenir sur sa première position et de laisser le pouvoir dans un truc fraternel et d'essayer de négocier une fin heureuse. Tout est négociable en politique et il pourra avoir une fin heureuse. Maintenant, en ce qui concerne le dernier mot, je voudrais d'abord féliciter votre télévision qui aujourd'hui nous permet de nous exprimer. Aujourd'hui nous permet, ces outils-là sont des ponts entre la communauté africaine et la communauté afro-américaine. Parce qu'il faut le dire, vous avez beau être afro-américain, tout le monde sait que votre origine c'est l'Afrique. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous baser sur des faits historiques pour garder les positions tranchées. Aujourd'hui, il est temps que les fils d'Afrique se retrouvent, peu importe là où vous êtes, pour que nous échangeons et que nous travaillions ensemble sur l'Afrique pour faire avancer notre continent. Car il est de notre devoir de le faire. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Ouattara, once again. Sur la situation de la Gambie, nous vous remercions. Et si vous voulez continuer de suivre l'actualité sur la Gambie avec Tempo Afrique TV, je suis le présentateur de l'émission qui s'appelle Inside Africa, qui est transmise en anglais, où vous pourrez nous suivre sur l'évolution de la situation en Gambie. Et nous vous remercions infiniment pour nous avoir accepté cette interview et nous osons espérer vous revoir dans les semaines, dans les mois à venir pour qu'on puisse continuer de parler de l'Afrique. De cela il s'agit et du développement de l'Afrique. Je te remercie infiniment et tout le studio de Tempo Afrique TV vous remercie pour votre participation à cette émission de rétrospective. Nous vous disons à la prochaine et amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis sur ces numéros de rétrospective de la semaine. Je suis Moussa Diawara, votre fidèle serviteur. Je remercie aussi le technicien M. Malik Sall qui n'a managé aucun effort pour permettre à cette émission de passer et nous vous disons à la semaine prochaine. Bonne soirée.